cette bille éphémère qui prend quand l'étoile passe sa vraie place dans l'espace infini, qui devant nous dévoile ses comètes, ses planètes, ses étoiles et le ciel, tel un rêve éternel où le temps même s'efface pour faire place à l'espace infini vers lequel nous allons plein de joie sur les chevaux du vent. Le futur, l'aventure nous font face. Laisse-moi te conter, il était une fois l'espace. Infini, dont nous sommes sentinelles, symphonie, à portée de nos ailes, harmonie, dont jamais on ne se lasse. Tu verras, viens prends place, nous partons pour l'espace infini. Et pour nous remercier de les avoir aidés grâce à nos informations à retrouver leur murène égaré sur cette planète perdue, ceux de Cassiopée nous ont restitué nos 3 vaisseaux de type libellule, dont le vôtre, les enfants. N'est-ce pas parce qu'après les événements des Tritons, ils ne se sentent plus capables d'hostilité, ou du moins pour l'instant? J'espère que notre gouvernement ne croit pas aux déclarations pacifiques du Teigneux. C'est un monstre d'hypocrisie. Vous avez raison, les enfants, et nous en sommes bien conscients. Mais la chance a été de notre côté et dans peu de temps, nos vaisseaux de ligne seront prêts. Cette perspective calmera nos excités avant qu'ils ne s'embarquent dans de nouvelles aventures. En attendant, votre prochaine mission vous attend. Vous allez vous rendre chez Maestro qui vous l'expliquera en détail. Voilà, mes amis, je vais vous dire ce que nous savons. Ce soleil, le NGC 16612, voit approcher son déclin et en est à éjecter ses derniers torrents d'énergie. Mais attention, bientôt il va se transformer en naine blanche, enfin, pour l'heure il pâlit. Ce qui nous inquiète, c'est surtout sa 4e planète. Jusqu'à ce jour, nous pensions qu'il n'y avait pas là de vie. Il y avait bien quelques légères modifications d'apparence, mais nous les attribuions au cycle naturel. Or là, vous voyez, nous ne savons plus. Il y a comme des bouleversements venus de l'intérieur. Pas de traces de chaleur? Ah non, absolument pas. En tout cas, rien de détectable. Donc ce ne sont pas non plus des séismes? Non, on ne comprend pas. C'est comme une mouvance intérieure, comme si un peuple de troglodytes décidait soudain de modifier son habitat. Et si un tel peuple existe, notre devoir est de prendre contact, de l'informer que sa planète est condamnée dans la mesure où sa science ne lui permet pas de le prévoir. Votre compagnon vient d'enregistrer les dernières données sur la 4e planète du système NGC 16612. Distance orbitale 137 millions de kilomètres. Masse planétaire 98,742 de la norme terrestre. Rotation 30 heures. Oxygène 24,2. Azote 73,6. Argon 0,6. Oui. Gaz carbonique 0,3. Semble proche de l'atmosphère d'Oméga. La température douce et constante, avec une moyenne de 30 degrés, est due à la faible inclinaison de l'axe de la planète. L'écologie du monde végétal pourrait être corrigée, semble-t-il, parce que nous pourrions appeler... Agrandissement. Nous voici à pied d'œuvre. Ce paysage est exactement un de ceux dont l'apparition soudaine a inquiété Maestro. Allons donc à la rencontre de ses habitants. Champ magnétique de protection activé. L'endroit semble désert, mais enfin, c'est le règlement. Il fait vraiment chaud malgré nos combinaisons climatisées. Allons vers cette muraille de verdure, là-bas.
enfin quelques brins d'herbe. Des brins d'herbe? Nous vient de faire une rapide analyse, et c'est bien de l'herbe. Moi, j'appellerais plutôt ça des arbres géants. Quand même, quelle hauteur! Oh, vraiment, c'est incroyable. Ok, eh bien, on continue. Nous avons oublié ce qu'était le vrai silence sur nos planètes. Bon, eh bien, nous saurons au moins que nous ne sommes pas seuls ici. Une araignée! Une araignée géante! Elle est vraiment énorme. Voulez-vous que je lui rentre dedans à ce gros sac à pattes? Elle a émis des ultrasons pour attirer la bête. Vraiment, c'est étonnant. Quel monde étrange. Si les habitants d'ici sont tous de cette taille, ça promet. Oui, c'est un monde étrange et cruel. Nous serons plus en sécurité dans ce vallon. Nous pourrons y dresser notre campement et nous y passerons toute la nuit. Je commence à être fatigué. Reposons-nous un instant, veux-tu? Ah! Je ne comprends pas. Enfin, comment est-ce possible? Cet arbre immense derrière nous et tout à coup, plus rien. On dirait un tour de magie. Oui, c'est à peine croyable. Avec une végétation normale, il serait possible que des termites puissent faire ça. Mais ici, tu imagines, avec des arbres d'une telle dimension, quelle taille il faudrait à ces bestioles? Attendez. Oh, mais... À propos de termites, savez-vous que j'ai mémorisé de très intéressantes histoires? Entrepôt de nourriture vidé, maison qui s'écroule, meubles volatilisés. Oh non, non, papa! Le pont, il va s'écrouler! Qu'est-ce qu'il y a? Oh rien, ce n'est rien. J'ai dû faire un cauchemar. Cette histoire de termites me préoccupe. Ah, vous voilà réveillé. J'ai étudié la nature de ce sol. Bizarre, il faudrait l'analyser pour pouvoir... Oh, des fourmis! Des fourmis géantes! Des corps chitineux. Substance dont est constituée la carapace des insectes, des araignées, des homards et aussi la membrane de certains champignons. Il semblerait que la soupe primordiale de cette planète leur est particulièrement favorable. Hypothèse... Fuyons par là, vite! Voilà un paysage conforme aux photos de Maestro. Oui, on dirait un château de conte de fées. À se demander s'il est habité. Un château de cauchemar, oui. Ah! Et pas la moindre ouverture. Nos amis chitineux se rapprochent. Il faut absolument trouver un abri. Allons, du calme, réfléchissons. Même s'ils ne nous considèrent que comme de gros insectes comestibles, ils n'ont pas envoyé toute cette armée rien que pour nous. Oui, tu as raison, il doit y avoir une autre cause, mais il faut la trouver. Il faut la Métro. trouver et très vite. As-tu une idée? Attaque personnelle contre nous, mathématiquement peu probable. Pour le reste, je manque d'informations. Vous m'envoyez navré. Je ne peux pas mieux faire. Désolé. La prochaine fois, il vous faudra veiller à ce que ma programmation soit plus adéquate si vous désirez que je vous précise. Attention, danger!
Nous sommes cernés. Oh mon Dieu, non! Pierrot! Ah, je vous cherchais justement. Auriez-vous besoin de mes services? Pierrot, regarde! Nous sommes perdus. Il ne nous reste plus qu'à vendre charmant notre peau. Métro, ton rayon laser, tu protèges nos arrières. Viens, Psy. Ici, on voit des deux côtés. À nous, les termites. On dirait qu'ils nous protègent. Ils protègent aussi les leurs, mais dès l'instant où ils nous ont vu détruire leurs ennemis, les fourmis, ils nous ont considérés comme des alliés. Ils ne nous voient pas, tu te rends compte? Oui, je crois qu'ils sont tous aveugles. Et pourtant, ils connaissent notre présence et ils l'acceptent. Oh, des œufs! Des milliers, des millions d'œufs! C'est la nurserie. Oh, il fait chaud. La température est entretenue en fonction des besoins des larves. Tu te rends compte de ce travail? Tout ça a été construit de l'intérieur. Mais alors comment expliquez-vous les châteaux et toutes ces structures extérieures? Je pense qu'il s'agit des rejets, des déblais de tout ce que nous voyons ici. Intéressante théorie. Tiens, regarde, tout ça, c'est leur stock de vivres. Et ceux-là, ils ne mangent donc jamais? La forme de leur pince ne leur permet pas de se nourrir eux-mêmes. Mais regarde. Tu vois, il vient de le nourrir. Oh, grand Dieu, c'est la reine. Voilà le roi, observe-le. C'est le seul qui ait des ailes. Allons voir la reine de plus près. Nous voici donc au milieu d'une société de termites. C'est fascinant, mais comment va-t-on sortir de là? Si nous essayons une sortie vers l'extérieur, nous allons être taillés en pièces par nos amis soldats. Intéressant, oui, très intéressant. Quelle organisation. On dirait qu'ils sont programmés par un ordinateur pour faire des tâches efficaces. Programmés? Oui, peut-être. Mais programmés par qui? Voilà. Ils mènent une existence monotone, uniforme, mais ils exécutent leurs tâches sans contrainte. Ils vont même jusqu'au sacrifice de leur vie. Vous avez vu les soldats devant les fourmis? C'est
C'était un peu comme s'ils obéissaient à une volonté supérieure, ou bien à une programmation supérieure. Ah, j'avoue que je ne saisis pas très bien. Aimeriez-vous que je vous donne un petit cours? Il semble que ces charmantes bestioles remontent à l'ère primaire, période permienne. Voilà de cela quelques petits 250 millions d'années. 100 millions d'années plus tard, avec un peu de chance, les termites ont eu pour copains les premiers dinosaures. Ils ne supportent que le climat tropical. À moins de 20 degrés, ils dépérissent. Exposés au soleil, ils dépérissent. À plus de 36 degrés, ils dépérissent aussi. Avec la mort de leurs bacilles, les protozoaires, pour être plus précis, qui assurent leur digestion et peuvent atteindre la moitié de leur poids. On dénombre plus de 1000 sortes de termites, dont les plus répandues sont les Termes bellicosus, les Incertus, les... Bon, écoutez, alors si ce que je vous raconte vous ennuie, vous me le dites surtout, hein? Un culte, ignare, béotien, oh... Qu'est-ce que c'est? La célébration de la victoire? Un culte? Un rite peut-être? Voilà sans doute la solution pour sortir d'ici. Oui, mais les fourmis seront moins amicales avec nous. Allons-nous-en, nous devons trouver une issue. Je commence à en avoir assez. Métro, quelle est notre orientation? Nord-nord-est, nous devons être exactement sous la forêt. Donc dans la bonne direction. Il faut absolument qu'on sorte de là. Ah, ils reviennent du marché dans la forêt, comme c'est intéressant. C'est moins intéressant pour les arbres qu'ils vident de leur substance. Ils peuvent détruire ainsi et digérer des forêts immenses. Tout ça c'est bien gentil, mais nous sommes bel et bien prisonniers. Il faut faire quelque chose. Eux naissent, vivent, se reproduisent et meurent sans jamais apercevoir le jour. Pas nous. Nous n'avons pas encore exploré ce côté-là. Nous devrions aller voir. Tiens, voilà des ouvrières qui transportent des œufs dans cette direction. Remontons la file. Nous verrons d'où ils viennent. Oh, une autre reine! Et encore une autre. Je pense au danger que l'on courrait si un jour cette espèce parvenait sur nos planètes. Je ne comprends pas bien. Une reine, d'accord? Mais 3, 4? Métro, est-ce que tu as une explication? Si j'ai bien analysé la situation, nous assistons à une hypertrophie de l'instinct de vie face au danger de mort. Se sentant menacés, ils se hâtent de procréer. Voilà. Déjà dans la préhistoire, le cas s'est présenté avec les humains, notamment en 1300. Métro, allons, je t'en prie. Oui, bien sûr, maintenant je comprends. C'est évident. C'est la solution au problème posé par Maestro, le soleil NGC 16612 qui va s'éteindre. Ici, les habitants sentent qu'un danger mortel les guette. Et ces combats acharnés, cette course visant à produire plus d'individus, c'est leur réponse. Réponse 2 fois erronée. Numéro 1, ça ne les empêchera pas de disparaître avec leur planète refroidie. Numéro 2, avec leur taux de reproduction, ils vont manquer de nourriture. Une chose me tracasse. Qui commande ici? À qui obéissent ces forçats qui n'ont ni eux, ni sexe, ni elle? Et je voudrais savoir pourquoi. Pour qui ils se donnent toute cette peine? Un esprit supérieur qui grouperait toutes ces fonctions individuelles pour l'unité de l'ensemble, comme le ferait un corps humain au bénéfice de ses composantes. On peut appeler cela harmonie préétablie comme Leibniz ou volonté comme Schopenhauer, ces vieilles barbes de la préhistoire, ou encore selon les penseurs plus modernes, et allez donc, un culte ignare et pressé. Tu as raison, Métro. Tout fait penser aux fonctions d'un ensemble cohérent qui aurait la fièvre. Une police contre les intrus qui, comme dans un corps humain, agit pour le bien de l'individu, sans qu'intervienne son intelligence. Sauf qu'ici, tout est géant et sans aucune proportion. Bien, nous sommes dans un corps géant, admettons. Nous sommes tolérés, admis, mais prisonniers de ses limites.
Et pour nous, faire une brèche dans ce corps pour en sortir va devenir une question de vie ou de mort. Patience, Pierrot, avant de nous comporter en ennemis. Une occasion peut se présenter. Nous avons encore nos armes et Métro. Une brèche, essayons de passer. Ce n'est pas encore cette fois que nous pourrons sortir d'ici. Oh, regardez! Allons-nous-en vite! Nous tournons en rond et nos vivres sont épuisés. Il serait temps de trouver une solution. Mais que font-ils sur le dos de la reine? Ils mangent la muraille. Eh oui, tout est comestible ici. Rien ne se perd, surtout pas l'excrément qui reste l'élément de base de toute nourriture ainsi que de toute construction. Oh, quelle horreur! Des cannibales! Non, des nécrophages serait le terme exact, car ils se sont assurés de la mort de leurs congénères avant de le manger. Bon, ben moi je reste persuadé que si Métro braquait son rayon sur un point faible de la muraille, nous pourrions sûrement y faire une brèche et tenter une sortie. Oui, Pierrot, mais ce serait un acte d'agression que nous ne pouvons pas nous permettre, seulement en cas de danger imminent. Parce que nous ne sommes pas en danger, sans vivre, emmurés dans ce labyrinthe. Je suggère une exploration des parties hautes pour y chercher une issue. Mais dites donc, il leur coupe les pattes? Eh oui. Oh non, c'est horrible! Les nymphes en surnombre sont considérées comme nourriture, comme tout le reste. Et comme les vivres se font rares avec cette croissance, Oh, sauvons-nous, partons d'ici. Il nous faut trouver une issue et c'est par là qu'elle est la plus probable. Bon, alors que faisons-nous? De toute façon, il faut y aller. Métro, action! Bon, fini de plaisanter. Maintenant, nous sommes pour eux des corps étrangers qu'il leur faut éliminer. Métro, envoie ton rayon. Alors, est-ce qu'elle va tomber, cette voûte? Ceux à poire sont encore plus redoutables. Et la voûte est à 10 mètres. Métro! Eh bien, nous voilà enfin tirés d'affaire. Oh, allons-nous-en d'ici, j'en ai assez. Ah non, ça ne va pas recommencer. Notre libellule.
jamais